bien, il est l'heure pour nous, il est 18h30 et je vous souhaite la bienvenue dans le webinaire du Carré de Paris. Aujourd'hui, sur le thème Imaginaire politique et révolution tunisienne. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir une chercheuse encore peu connue par le grand public français. Il s'agit de Nabila Abbas. Merci à toi, Nabila, d'être avec nous ce soir et surtout d'avoir accepté notre invitation. Je te Merci présente beaucoup. très rapidement. Donc, tu es docteur en sciences politiques. Tu es rattaché au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. C'est un laboratoire CNRS mixte entre l'Université Paris 8 et l'Université Paris 10. Tu as soutenu ta thèse sur l'importance de l'imagination pour l'action politique en étudiant notamment le cas tunisien. Tu as rédigé ta thèse en langue allemande et cette thèse a également fait l'objet d'une publication chez les éditions Campus. Donc, c'est une publication en allemand. Le public français attend encore la traduction, mais pour celles et ceux qui nous regardent et qui sont intéressés peut-être à te lire, on peut leur dire déjà que la traduction est en cours et donc on espère voir apparaître ton livre aussi bientôt en langue française. Donc ce soir, Nabila, tu vas nous présenter ton travail de recherche, mais peut-être avant que tu commences cette présentation, euh, est-ce que tu peux nous dire rapidement comment tu es venue à t'intéresser aux imaginaires, qui reste quand même une approche du politique encore largement sous-étudiée et surtout sous-étudiée lorsqu'on s'intéresse au monde arabe. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup surtout pour cette introduction et pour cette invitation qui me réjouit beaucoup. Je suis contente de pouvoir présenter mes recherches aujourd'hui. Pourquoi je me suis intéressée à la révolution tunisienne par ce prisme de l'imagination et les imaginaires poétiques. Moi, au moment où cette révolution a éclaté en Tunisie et puis c'est tout propagé, on pourrait dire, dans le monde arabe par différentes révoltes, j'étais en train d'écrire mon master en philosophie politique qui n'avait rien à voir avec la révolution tunisienne ou le monde arabe. J'étais fascinée par qu'est-ce qui fait une communauté politique, qu'est-ce qui fait qu'il y a une cohésion dans une société. Et puis éclatent donc ces révolutions et en quelque sorte, et il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur ce sujet, elles changent également nos représentations qu'on a du monde arabe. Ces populations ont été longtemps présentées comme incapables d'aspirer à la démocratie, comme étant, on va dire, condamnées à une fatalité non démocratique, comme étant prisonnières de tradition. Et moi, en fait, je me suis dit, il y a quelque chose qui se fait actuellement en Tunisie qui est hautement politique. Or, quand je lisais donc les textes sur la révolution arabe, que ce soit des textes d'ailleurs écrits dans le monde scientifique, en Europe ou dans le Maghreb, ou alors que ce soit aussi des articles de presse et des articles éditorialistes, j'avais l'impression, et je l'ai prouvé, ce n'est pas seulement une impression, qu'il y a eu un cadrage de cet événement qui était hautement dépolitisé, qui était de dire que en fait, la révolution tunisienne, c'était surtout motivé par des raisons socio-économiques, qu'il s'agissait donc surtout d'une simple révolte de la faim, que c'était des émeutes éphémères. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si, d'accord, c'est évident qu'il y a eu des conditions socio-économiques qui ont poussé les gens à se révolter, mais moi, ce que je voulais savoir, c'était si derrière cette critique et ces revendications pour des meilleures conditions sociales et économiques, il n'y avait pas aussi une vision politique. Et que donc, je me suis trouvée à vouloir, on va dire, analyser et capturer une dimension idéale de cette révolution sans avoir l'outil pour le faire, parce que ce que j'ai lu et ce que j'ai aussi par mes travaux empiriques très vite découvert, c'est que en fait ces manifestants, ces citoyens n'avaient pas forcément un recours à l'idéologie. Et en sciences politiques, on a
on va dire, l'habitude de vouloir capturer cette dimension politique de révolution par l'idéologie. Or, il n'y a pas d'idéologie ou alors il y a très peu de recours idéologiques. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à comment on peut en fait parler de cette dimension politique d'une autre façon, comment on peut peut-être la capturer par la façon dont les personnes imaginent un futur pour la Tunisie. Et c'est par ce biais-là que je suis venue à m'intéresser aux imaginaires. Très bien, merci beaucoup Nabila. Je vais partager désormais donc, la présentation que tu nous as préparée. Super, donc je vais passer au prochain slide déjà, à l'introduction, et je vais continuer là où j'ai donc fini l'introduction et ma réponse à la question d'Isabelle. Donc, à première vue, quand on s'intéresse à la révolution tunisienne et surtout à son déclenchement, parce qu'il faut bien évidemment savoir qu'aujourd'hui, le regard qu'on pourrait porter à cette révolution n'est plus le même que celui qu'on pouvait porter dans les années 2010 et 2011, 12 et 13, quand j'ai débuté ma thèse. Donc, ce regard que j'ai voulu porter était parti d'un constat que cette révolution était apparemment déclenchée de façon spontanée et horizontale par des citoyens qui sont considérés en sciences politiques des citoyens ordinaires, qui ne sont donc pas organisés d'une façon spécifique, ni dans des syndicats, ni dans des partis politiques. Bien évidemment, il y a eu des syndicalistes, mais on va dire la grande masse des citoyens qui ont participé à ces grandes manifestations sont considérés par la science politique comme des citoyens ordinaires, qui ne se revendiquent donc ni d'une idéologie, ni, dans le cas de la Tunisie, d'un leader spécifique. Et donc, c'était une révolution qui était en quelque sorte difficilement concevable en termes de sciences politiques classiques, parce que la définition même de révolution semblait toujours partir ou d'une idéologie ou d'un leader, voire des deux. Et donc, moi, je voulais comprendre pourquoi les gens se révoltaient en Tunisie et quelles étaient leurs idées politiques. Donc, en premier temps, j'ai pu confirmer que, bien évidemment, les idéologies étaient peu prisées par les manifestants, mais il n'est pas pour autant vrai que les acteurs ne s'appuyaient sur aucune idée politique. Au contraire, mon étude montre, et c'est ce que je vais présenter par la suite, que les acteurs et les actrices de la révolution tunisienne défendent des idées politiques, mais qu'ils ne les cadrent pas forcément que dans des termes idéologiques ou utopiques. Ma présentation aujourd'hui est basée sur des recherches de terrain que j'ai fait en Tunisie entre 2013 et 2017, et j'ai fait donc une cinquantaine d'entretiens avec des défenseurs de droits humains laïcs et islamistes, des syndicalistes, des jeunes, des citoyens, comme je disais, ordinaires, qui sont simplement des citoyens, mais malheureusement, il y a cette conception de citoyens ordinaires en sciences politiques, des féministes, des chômeurs et des cyberactivistes qui sont âgés entre 28 et 61 ans. J'ai fait ces entretiens à Tunis, à Sidi Bouzid, à Gafsa et à Ardaïf, en français et en arabe tunisien. Ils et elles militaient déjà sous la dictature de Ben Ali et ils ont contribué de mon point de vue et après avoir aussi défriché la littérature à la chute du régime. Leur politisation ne date donc pas de la Révolution comme d'autres acteurs qui ont émergé par la Révolution, mais ce sont ces acteurs qui, eux, ont milité contre la dictature avant 2010. Afin de recouper ces sources orales que j'ai donc recueillies par les entretiens, j'ai également constitué un corpus écrit. Donc, il s'agit d'articles de presse, de billets de blog, de livres produits par les acteurs, afin de compléter et de contraster les imaginaires identifiés dans les entretiens. Par ailleurs, il faudrait que je dise également que dans ma thèse et dans mes travaux, je parle plutôt d'un processus révolutionnaire et pas d'une révolution, parce que le terme de révolution évoque chez
beaucoup de personnes l'idée que ça serait quelque chose de déjà clôturé, déjà acquis. Mais ici, pour plus de simplicité et d'aisance à l'oral, je préfère parler de révolution. Je passe à mon prochain slide. Donc, dans ce qui suit, je vais d'abord très rapidement esquisser mon cadre théorique, donc cette notion d'imaginaire qui, comme Isabelle l'a évoqué, n'est pas quelque chose de extrêmement commun et qui donc demande d'explications. Ensuite, je présenterai donc 3 imaginaires. Un imaginaire de la révolution, donc l'idée que la révolution se passerait sans leader, un imaginaire de la démocratie, il s'agit ici de la démocratie participative qui trouve dans l'imaginaire tunisien ses origines en Amérique latine, et les imaginaires féministes. Bien évidemment, ce ne sont que des exemples qui pour moi, sont assez représentatifs parce qu'ils ont été exprimés par beaucoup d'acteurs et qu'ils étaient assez présents dans mes textes et dans mes interviews. Mais bien évidemment, il y a une multitude d'imaginaires et on ne peut pas réduire les imaginaires de la révolution à ces 3-là. Je passe à mon prochain slide. Donc, pour expliquer ce que j'entends par imaginaire, ce sont des significations et des représentations politiques que les acteurs et actrices développent au cours de leur action et de leurs expériences politiques et qui ne s'expriment pas uniquement ou même pas majoritairement dans des termes idéologiques ou utopiques. Ça ne veut pas dire que ces imaginaires ne contiennent pas d'éléments idéologiques ou utopiques, mais ils dépassent ce cadre-là. Cette notion d'imaginaire est fortement inspirée par la théorie politique du philosophe franco-grec Cornelius Castoriadis. Et lui, il a conceptualisé donc cette idée que les imaginaires seraient une partie essentielle de la réalité sociale parce qu'ils ont une influence sur les pratiques sociales et les institutions politiques. Bien sûr, ils ne sont pas le seul déclencheur de l'action politique en contexte révolutionnaire, mais ils constituent néanmoins un élément parmi d'autres. Donc, comment on peut penser ce lien entre imagination et politique ? Une façon de le concevoir, c'est de dire que pour agir politiquement, notamment dans un contexte autoritaire, les actrices et acteurs doivent se dissocier de l'ordre social présent, de l'ordre social dominant, pour pouvoir imaginer que cet ordre n'est pas immuable, qu'ils peuvent contribuer à le changer, qu'un autre monde est possible, tel que le proclame le célèbre slogan du Forum social mondial. Donc, ils le font en projetant des horizons politiques, des idées, des histoires, des images et des symboles pour imaginer autre chose que ce qu'ils vivent quotidiennement. Les imaginaires imprègnent la façon dont les acteurs imaginent comment le futur, comment le monde existant devrait être dans le futur ou serait. Donc, c'est une projection vers le futur qui tente de saisir cette notion d'imaginaire. Ceci dit, elle engage également une relation au passé. Donc, ce n'est pas seulement comment on imagine le futur, mais souvent, et c'est quelque chose sur lequel on pourrait revenir dans la discussion, c'est souvent le passé est également réinterprété à partir d'une nouvelle expérience politique et à partir de ce qui est vécu politiquement. Donc, cette notion d'imaginaire, elle implique autant une façon d'imaginer le présent, le passé et le futur. Ces imaginaires peuvent se référer à un avenir souhaitable ou, à contrario, à une dystopie. Par exemple, si on pense à des imaginaires d'effondrement ou alors à des imaginaires d'une surveillance synoptique, etc. Et étudier les imaginaires permet, pour moi, en tout cas dans ce contexte de la révolution tunisienne, d'identifier les sources d'inspiration, la circulation, mais aussi l'appropriation des idées politiques entre différents espaces géographiques, culturels et même temporels, comme on pourrait le voir concernant les imaginaires inspirés de la démocratie participative de l'Amérique latine. Je passe à mon prochain slide. Donc, la première question qui s'est posée à moi par le terrain était
à quel moment, en fait, ces imaginaires de la révolution tunisienne émergent. Parce qu'en premier temps, quand je vais sur le terrain, je me rends compte que quand je pose la question aux acteurs de la révolution, quels imaginaires avez-vous? Comment vous avez imaginé le futur de la Tunisie sous la dictature pendant que vous luttez contre Ben Ali et son régime? La première réponse que j'ai eue, c'était très souvent que, en fait, on n'avait pas d'imagination, on ne pouvait pas s'imaginer quelque chose d'autre que le présent, en fait. C'était une sorte de présent sans futur. Et donc, cette question, je n'avais pas forcément... je n'avais même pas du tout planifié de la traiter, mais elle s'est imposée par le fait que, en quelque sorte, mon cadre théorique et mon empirie se sont contredits ou étaient en contraste. Parce qu'en sciences politiques, il semblait aller de soi que les imaginaires, souvent aussi nommés utopies d'ailleurs, ou cadres utopiques, préexistent au déclenchement de la révolution et que ce sont ces imaginaires-là qui vont motiver et inspirer les acteurs à mener la révolution. Pourtant, dans ce cadre de la révolution tunisienne, il semblait plutôt que ce soit l'expérience révolutionnaire elle-même qui a permis la mobilisation ou même une sorte de libération des imaginaires politiques. Et donc, j'ai mis sur les slides à chaque fois des extraits de mon terrain pour exemplifier aussi ce que je vous raconte. Donc, je cite ici la féministe Ahlam Belhaj, qui, au moment de l'entretien, a 49 ans et qui est membre de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Elle dit, à mon avis, le modèle démocratique devait arriver au pouvoir. Mais quel type de démocratie? Une démocratie directe dans laquelle les gens sont représentés directement, ce qu'on appelle aujourd'hui une démocratie participative. Nous n'étions pas encore prêts à imaginer des modèles, mais nous étions contre la dictature. Et dans cet extrait, la féministe Ahlam Belhaj, qui est aussi syndicaliste au syndicat national des médecins universitaires, explique clairement qu'elle savait contre quoi elle se battait sous la dictature de Ben Ali. Donc elle nomme par exemple la corruption, le manque de liberté, le fait qu'il n'y a pas d'élection libre, le manque de liberté politique en général. Mais elle indique également qu'elle ne savait pas ou qu'elle n'avait pas encore développé d'idées concrètes d'un régime alternatif pour lequel elle se battrait. Elle, et également, quand elle parle d'elle, c'est également dans un certain milieu militant. La dictature parvenait ainsi à empêcher, en tout cas en grande partie, tout changement politique de l'horizon de l'atteignable, de l'horizon de ce qu'on pouvait, du possible et de ce qu'on pouvait espérer. Pendant la dictature, Belhaj formule donc surtout une critique des mécanismes sociopolitiques tels que la corruption. Elle critique surtout les conditions existantes sociales et économiques et également politiques, mais cette critique ne se fonde pas encore, elle se fonde sur des idéaux, mais elle reste encore implicite. Ces idéaux ne forment pas encore une image d'un régime alternatif très concret. Les revendications et les conceptions du futur des acteurs et des actrices sont déterminées par ce qui paraît réaliste dans l'horizon du possible au moment où ils les développent. C'est-à-dire qu'au moment où Belhaj se bat contre la corruption, et elle me le dit par la suite, même revendiquer des simples élections libres était déjà considéré comme révolutionnaire. Donc, c'était difficile dans ce moment-là d'imaginer d'aller au-delà et d'imaginer quelque chose qui serait encore plus en rupture avec le régime existant. Je passe à mon prochain slide. Si on prend par exemple l'imaginaire de l'autogestion tel que l'évoque Sami Souhili, qui est médecin urgentiste de 55 ans et syndicaliste d'inspiration transcriste, il déclare très clairement que cette imagination-là dépend des conditions dans lesquelles elle se déploie. Je cite, « La vision que nous avions à l'époque, donc sous Ben Ali, c'était de faire chuter la dictature et de mettre fin aux inégalités sociales. Les modèles que tu t'imagines dépendent des circonstances. Quand nous étions dans une situation révolutionnaire, dans la Casbah, dans la rue, etc., nous avons essayé de commencer à nous organiser en comité, en soviet, dans les usines, etc.
nous avons pensé, maintenant quelque chose bouge. En conséquence, nous étions à ce moment-là pour l'autogestion, pour les comités de quartier et les soviets. Donc, Swilly souligne qu'il désirait surtout la chute de la dictature sous Ben Ali et sa principale préoccupation était de savoir comment combattre cette dictature. À ce stade, l'idéal de l'autogestion n'était pas au premier plan de sa lutte, mais ça représente une sorte de point de fuite vague et implicite de son engagement. Et c'est seulement ce qu'il nomme la situation révolutionnaire qui rend possible la concrétisation des imaginaires politiques, comme ici l'autogestion. Avec les sit-ins de la Casbah 1 et de la Casbah 2, donc en janvier et février 2011, donc après la chute du dictateur Ben Ali, s'ouvre un espace dans lequel l'autogestion n'apparaît plus comme un idéal lointain et théorique, mais ça devient une véritable expérience imaginable et même tangible, puisque pendant ces sit-ins de la Casbah, les activistes essayent de s'organiser de façon horizontale, essayent d'appliquer certains principes de l'autogestion, et donc ça devient quelque chose qui est expérimentable, qu'ils expérimentent sur la place, et pas seulement, on va dire, un idéal ici de livres et de théories qui n'a aucune réalité. Et ici, on peut aussi donc rajouter ce que me dit Fouad Sassi, qui est un étudiant et militant de 29 ans et qui souligne qu'avant même les occupations de la Casbah, les nouveaux comités de quartier, par exemple, avaient contribué à faire émerger cet imaginaire de l'autogestion. Donc, il s'agit de comités de sauvegarde et protection des quartiers qui se sont formés notamment après le 11 janvier, donc après la fuite de Ben Ali, pour tout simplement protéger les quartiers de la police ou notamment de la police à laquelle il ne faisait pas confiance, et essayer donc d'instaurer une forme d'autogestion, même très locale et très circonscrite, dans les quartiers. Et cette multiplication des manifestations, des occupations des places publiques et de l'autogestion dans la protection des quartiers résidentiels marque donc non seulement le début du processus de révolution, mais aussi le quotidien des acteurs, parce que ce sont ces phénomènes-là qui vont de façon performative modifier le réel. C'est-à-dire que la performance collective de la contestation fait apparaître des nouveaux imaginaires, des nouveaux horizons idéaux et libère donc l'imagination politique. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que ces expériences politiques se font, que l'imaginaire, notamment de l'autogestion dans ce cas précis, commence à être développé et concrétisé. Donc, ces extraits montrent que les acteurs se positionnent d'abord et surtout contre la dictature avant de développer des imaginaires d'un ordre politique à venir. Et ici, on peut revenir sur ce que je disais en introduction. Donc, si on considère mes confrères en sciences politiques qui ont regardé en 2011 sur la Révolution et ont constaté qu'il n'y avait, on va dire, aucune idée politique, c'est peut-être pas si faux. À ce moment-là, c'était quelque chose qui était en train d'émerger, en train de naître, et ce n'était pas quelque chose qui a déterminé la révolution. Mais au contraire, c'est ce déclenchement du processus qui a permis à ce que les personnes ont pu s'organiser politiquement, qu'ils ont pu créer des espaces politiques plus sécurisés, puisqu'on sait que sous la dictature, les acteurs avaient beaucoup de mal de se réunir, par exemple, que les bureaux d'associations étaient sous surveillance, que beaucoup d'acteurs ne pouvaient pas échanger librement, que dans l'espace public, mais aussi dans l'espace numérique, il y a eu beaucoup de surveillance et que donc, il fallait construire en premier temps des espaces politiques pour que les acteurs puissent élaborer des idées politiques. Et donc, on peut dire que, en quelque sorte, la critique et le rejet de conditions sociales dans lesquelles les acteurs vivaient précédaient l'imagination d'un avenir. Néanmoins, aussi cet acte négatif de critiquer l'existant contient déjà en germe, en tout cas, la possibilité d'un changement et d'une alternative.
au sens d'Albert Camus, qui comprend donc le révolté par son nom, c'est-à-dire par son refus de conditions dominantes, les acteurs tunisiens refusent d'abord la dictature. Et c'est leur critique de celle-ci est imprégnée par certaines valeurs. Donc, par exemple, par l'idée d'avoir une vie sans domination, sans violence arbitraire, le droit à la justice sociale, etc. Et dans ce nom de Camus, il y a, mais déjà sans doute, toujours un oui implicite à une alternative qui, dans le cas de la Tunisie, de la révolution tunisienne, reste à ce moment-là peu développée. À partir du moment où les acteurs expriment et vivent également dans leur quotidien des nouvelles formes d'agir politique, ce nouvel espoir de changement social par le bas naît. Et c'est les deux prochains imaginaires que je vais décrire qui naissent de ces expériences politiques que j'ai décrites auparavant. Donc, c'est l'imaginaire de la révolution solidaire et l'imaginaire de la démocratie participative. Je passe à mon prochain slide. Donc, juste une petite question, Isabelle. Je parle depuis combien de temps? Alors, tu parles depuis presque 25 minutes là. Ok, très bien, merci. Donc, l'imaginaire de la révolution solidaire est également quelque chose qui donc naît par le fait que ce processus révolutionnaire s'est fait plus ou moins, on va dire par hasard, sans qu'il y ait des leaders politiques qui l'auraient amené. Et c'est quelque chose qui est survenu de manière inattendue et qui était également sans précédent dans son ampleur et son intensité. En tout cas, il n'y a aucun doute sur le fait que cette révolution, et c'est non seulement les acteurs de la révolution, mais même des politiciens que j'ai pu interroger, qui étaient très clairs sur le fait qu'il s'agissait d'une révolution du peuple, d'une thawra sha'biya, et que c'est ce peuple-là qui a fait en sorte que la dictature a pu, si ne pas disparaître, mais en tout cas vaciller dans sa forme structurelle. Et cette révolution du peuple, je cite le cyberdissident Sami Ben Gharbiya, se fait donc de manière spontanée, non planifiée, sans même ou même contre les élites. Et c'est quelque chose qui est assez important parce que les citoyens qui donc commencent à s'organiser politiquement, à descendre dans les rues, à participer à ces grandes manifestations et par la suite aussi à ces occupations de place, etc., à partir de fin 2010, mais qui non seulement jusqu'à le 14 janvier 2011, mais également dans les années qui suivent la fuite du dictateur, commence également à tirer de cet engagement une certaine confiance en soi et une certaine nouvelle conception de qu'est-ce qu'est un citoyen. Et donc, cet imaginaire naît que la révolution se fait pas seulement, on va dire, de façon hasardeuse, sans leader, mais qu'elle doit également rejeter tout paternalisme politique parce que c'est effectivement ce militantisme-là qui a fait en sorte que la dictature a pu vaciller. Donc, c'est un imaginaire qui est assez nouveau et assez inédit parce qu'il contredit très clairement l'idée que le peuple arabe ou tunisien serait donc incapable d'agir politiquement sans un zaïm, sans un leader, et que c'est un récit dominant dans le nord global, mais aussi dans les pays arabes. C'est un récit qui a été beaucoup utilisé par les dictateurs arabes eux-mêmes, de dire, et par ailleurs, ça peut être aussi lié à un certain discours postcolonial, de dire que les populations ne sont pas encore prêtes, que la colonisation les a rejetées dans une sorte d'être immature politiquement et que donc il devrait avoir un leader fort qui les gouvernerait parce qu'elle ne serait pas capable de s'auto-gouverner. Cet imaginaire-là rompt complètement avec cette représentation
du peuple qui aurait besoin d'être guidé, et crée et va même plus loin. Je passe à mon prochain slide. Non seulement qu'il se passe de tout leader, mais la protestation des acteurs est aussi progressivement dirigée contre l'autorité politique et contre l'idée même de leadership et contre l'idée même d'une autorité. Pourquoi? Parce que en fait, les activistes argumentent que en fait, ces partis politiques, ces leaders politiques, eux, ils n'ont pas réussi à mettre terme à la dictature ou ne serait-ce qu'à concevoir un autre régime politique qui ne serait pas dictatorial, qui laisserait des libertés autant politiques que aussi des meilleures conditions sociales et économiques au peuple et qui n'aurait donc pas réussi. Et que c'est que par une révolution des citoyens que les citoyens ont pu libérer cet espace politique et ont pu construire quelque chose, on va dire, d'autre. Donc, je cite la féministe Halima Sweeney qui dit « Aujourd'hui, il n'y a plus de leadership. Le leadership est une idée dépassée. Tout le monde peut être un modèle, j'y crois. Et pourquoi les femmes qui se lèvent à 5 heures du matin, qui nettoient les rues ou qui arrivent à nourrir leurs enfants avec le strict minimum ne pourraient-elles pas être des modèles ?» Donc, c'est quelque chose qui naît par la Révolution, l'idée que les citoyens ont acquis le même statut que les leaders et que du coup, ça serait un peu, on va dire, incohérent de parler encore de leadership parce que, en fait, tout le monde peut être un exemple et tout le monde peut être un acteur politique important. Et quand je dis tout le monde, c'est surtout les citoyens, c'est surtout des gens qui, et dans l'exemple de Halima Sweeney, elle nomme donc une femme qui est plutôt pauvre, hein, elle arrive à nourrir ses enfants avec le strict minimum. Il y a même une sorte d'éloge à des acteurs de l'hierarchie sociale et qui sont plutôt placés en bas de l'hierarchie sociale, parce que ce sont effectivement ces acteurs-là qui ont réussi, on va dire, à se débarrasser de la dictature. Et c'est cette expérience de contestation collective qui remet fondamentalement en question l'idée du leadership et qui ouvre l'horizon d'attente des acteurs et des actrices de la Révolution. Et elle y inscrit l'idée de la démocratie participative qui serait donc le fondement de tout régime légitime. Pourquoi? Parce que cette démocratie participative repose sur un rôle très fort des citoyens. Et c'est la prochaine partie que je passe à mon prochain slide. C'est cet imaginaire de l'Amérique latine comme un havre de la démocratie participative et de la démocratie tunisienne dans ce cas-là. Donc, il y a une revendication collective de la démocratie qui apparaît également seulement après la chute de Ben Ali et qui est très fortement ancrée en Amérique latine. Ces acteurs et actrices de la Révolution qui revendiquent que la Révolution se fait sans leader ne veulent aujourd'hui pas seulement être entendus, mais ils exigent d'être eux-mêmes les principaux acteurs du changement politique. D'ailleurs, c'est aussi beaucoup lié à l'idée que, en fait, les politiciens sont corrompus et corrompables, donc ils peuvent devenir corrompus, et que les citoyens auraient donc plus d'intérêt d'agir dans le sens des citoyens parce qu'ils n'auraient pas de mandat politique qui les corromprait. C'est quelque chose qu'on peut également reprendre en discussion ou s'il y aurait des questions au cas où. Et donc, c'est une façon de ne pas plus tolérer un paternalisme politique, comme j'ai déjà évoqué, mais également de placer les citoyens comme l'acteur principal dans un régime politique. Donc, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de discussions sur quelle démocratie instaurer, et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les débats de post-Ben Ali dans les années qui ont suivi, cet imaginaire des gouvernements de gauche du Venezuela, du Brésil et de l'Argentine est très central pour les acteurs de tout âge et surtout ceux qui sont, on va dire, orientés à gauche. Celui qui revient le plus souvent et qui est le plus
importants. Et cet imaginaire du Venezuela sous Hugo Chavez. Donc, on peut dire qu'il y a effectivement une admiration de la figure de Hugo Chavez comme une sorte de Robin des Bois qu'il incarne parce qu'il donne aux pauvres en enlevant aux riches. Mais la démocratie vénézuélienne est aussi estimée parce qu'elle associe des possibilités de participation politique d'un côté à une structuration de l'État social. Donc, il ne s'agit pas seulement d'instaurer une justice sociale. Bien évidemment, il s'agit également d'être focalisé sur une justice sociale, mais pas seulement. Ce qui intéresse les citoyens tunisien et ce qui les fascine, c'est cette idée que la démocratie n'est pas obligatoirement libérale et seulement libérale, mais qu'elle peut s'associer à un but de justice sociale et avoir recours à une redistribution sociale importante. Donc, je cite Inès Lili qui dit « Il y a des exemples en Amérique latine à différents moments qui pourraient vraiment fonctionner en Tunisie. Chavez, dictateur ou pas, ça m'est égal. Dans tous les cas, il a donné aux plus pauvres l'accès à la formation, au système de santé, à la retraite, à un système de circulation juste, à la participation politique et à la démocratie locale. » Donc, je coupe la citation qui est trop longue sinon. Donc, il s'agit donc, comme je disais, pas simplement de mesures de redistribution sociale de l'État, mais avant tout d'une inclusion de la population dans les mécanismes de décision politique pour déterminer de façon autonome ses conditions sociales et matérielles. Donc, les Tunisiens voient dans le modèle vénézuélien un État et des citoyens qui partagent la responsabilité et le pouvoir de décision. Et c'est un rapport entre l'État et les citoyens qui est une sorte de partenariat, mais qui poursuit un but très clairement défini, un but commun qui serait d'établir la justice sociale et la participation politique en même temps. Et donc, comme le dit Inès, dictateur ou pas, c'est ce caractère démocratique général du régime ou de la personne de Chavez ne joue pas un rôle très décisif dans cet imaginaire des acteurs tunisiens. C'est plutôt que le Venezuela représente une possibilité de penser une démocratie autrement que purement économiquement et politiquement libérale, mais qui serait à la fois socialiste et participative. Je passe au prochain slide. Donc, j'ai ramené un autre exemple, mais que je ne vais pas détailler. Maintenant, on peut y revenir plus tard, qui montre que des activistes se sont inspirés de cet imaginaire du Venezuela, également pour repenser leurs expériences politiques localement. C'est-à-dire que encore une fois, ils ne s'embêtent pas, entre guillemets, de savoir si c'est un imaginaire parfait de la démocratie ou pas, mais ils vont s'inspirer seulement des points qui sont importants pour leur expérience sur le terrain et adapter de façon réflexive et pragmatique cet imaginaire à leurs besoins, on peut dire. Et puis, en fait, cet imaginaire incite donc des acteurs comme Firas Hamda à réfléchir sur la question de savoir comment les citoyens tunisiens peuvent contribuer à un changement social, politique et économique, même dans des régions pauporisées telles que El Ghata, donc à côté de Gafsa. Et donc, comment cette expérience vénézuélienne peut être un exemple pour penser comment ces associations de citoyens peuvent se regrouper, peuvent travailler dans une sorte de réseau localement. Et donc, il s'agit donc ici pas d'imiter à la perfection une démocratie qui s'est implantée dans un autre contexte, mais plutôt de s'inspirer de cette expérience et de prendre effectivement, de s'inspirer seulement des aspects qui renforcent des valeurs et des conceptions politiques déjà préexistantes. Je passe donc à mon prochain slide et à l'imaginaire féministe que j'ai nommé entre lobbying et démocratie radicale. Donc, avant de plonger dans cet imaginaire, il faudrait que je dise très brièvement que le contexte tunisien est un contexte qui est souvent décrit comme exceptionnel concernant les droits
de femmes, notamment par le fait que, et par l'introduction de droits progressistes pour les femmes par le biais du Code du statut personnel. C'est un ensemble de 2 lois adoptées par Habib Bourguiba en 1956 qui ont permis aux femmes d'accéder à l'éducation, au travail, au divorce, à l'avortement et à la contraception. Et ces droits historiquement uniques ont sans doute non seulement conduit à une amélioration des conditions des femmes, mais aussi à l'émergence de mouvements féministes d'un côté, et d'autre côté aussi à l'instrumentalisation des droits de femmes à des fins politiques. Par exemple, alors que Bourguiba avait besoin de ces droits de femmes pour affirmer le pouvoir de l'État centriste contre les structures tribales, Ben Ali s'est présenté comme unique garant des droits de femmes contre le mouvement islamiste qui était en pleine expansion dans les années 90 et surtout pour détourner l'attention de la communauté internationale de ces abus de pouvoir et tout en réprimant ce même mouvement féministe dans ce contexte local, donc, enfin dans le contexte national. C'est ce qu'on, dans la littérature, mais aussi parmi les activistes, on nomme le féminisme de l'État. Et ce féminisme de l'État a été critiqué par les acteurs féministes, notamment de l'Association tunisienne des femmes démocrates, de la TFD. Et malgré tout, cette critique nécessite un positionnement difficile, parfois aussi ambivalent, de l'association féministe ou des féministes, on va dire en général, ceux qui ont combattu sous Ben Ali étaient notamment, les plus connus étaient notamment celles de la TFD, parce que d'un côté, bien évidemment, elles ne vont pas remettre en question un État qui prétend défendre leurs droits, mais elles rejetaient donc de façon, elle rejetait la manière dont ces droits ont été instrumentalisés, appropriés par l'État, mais aussi comment elles étaient instaurées dans la société. J'ai donc, et notamment le fait que ces droits-là ont été soustraits à la négociation par les acteurs de la société civile. C'est-à-dire que l'État, ce féminisme d'État, a prétendu donner des droits à des femmes comme une sorte de cadeau, sans que ces droits puissent être négociés par ces femmes mêmes, sans que la définition de l'identité, des droits, des besoins et des revendications des femmes a pu avoir lieu. Et donc, c'est pour ça que le mouvement féministe en Tunisie essaye de mettre en évidence, de souligner qu'il ne peut pas avoir de droit de femme sans droit politique, sans droit démocratique et sans liberté politique. Et c'est ce que Ahlem Belhaj, dans cette citation, met en évidence: démocratie et liberté. On ne peut pas parler de démocratie dans une sphère privée s'il n'y a pas de démocratie dans la sphère publique. On ne peut pas parler de violence, par exemple, contre les femmes, si l'État utilise de la violence contre les femmes. Et donc, c'est un positionnement qui a été compliqué pour ces femmes parce qu'elles critiquaient en même temps la dimension dictatoriale de l'État tunisien. Pour la TFD, le féminisme d'État impose une séparation intenable entre les droits de femmes qui sont, oui, comme je disais, donnés aux femmes d'un côté, et les libertés politiques et les droits de l'homme, les droits de l'homme et la démocratie qui restaient inaccessibles autant pour les femmes que pour les hommes. De cette façon, le féminisme d'État formule des droits de femmes comme si c'était des privilèges restrictifs et qui seraient donc indépendants des conditions démocratiques. Halima Sweeney, également militante de la TFD, déclare donc: personne ne peut réellement bénéficier de ces droits s'il n'y a pas de liberté fondamentale. Le soi-disant modernisme de Bourguiba a produit quelques réalisations, mais elles n'ont pas eu une grande portée sociale en raison de la forte répression et du manque absolu de liberté. Je passe à mon prochain slide. Elle souligne donc que la manière dont les droits de femmes ont été appliqués politiquement
donc c'est-à-dire sans aucun débat dans la société civile et sans la possibilité d'inclure des positions différentes et même contraires des femmes elles-mêmes, donc sans prendre en compte que les femmes ne sont pas standardisées, qu'il n'y a pas une seule femme. D'ailleurs, ça se reflète beaucoup dans la langue jusqu'à aujourd'hui. En Tunisie, on parle beaucoup des droits de la femme. Ce n'est pas les droits des femmes au pluriel, mais c'est la femme en singulier, comme s'il n'y avait une seule façon d'être femme et des besoins et des positions différentes de femmes sont complètement gommés. Et c'est pour ça aussi qu'elle souligne que, en fait, ce code du statut personnel a été perçu dans certaines couches de la société comme un acte autoritaire qui obligeait donc la société à se conformer à une certaine conception au singulier de la femme et de la société par l'État. Et donc, en fait, ces féministes donc, de la première heure considèrent, ou on va dire considèrent que toujours les droits et le développement des droits de femmes sont primordiaux pour assurer plus d'égalité dans la citoyenneté et entre les genres, et sont toujours, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup focalisés sur cet aspect juridique. C'est quelque chose qu'ils vont dénommer le lobbying, donc l'idée d'influencer l'État et la législation pour y inscrire plus d'égalité. Les féministes de la TFD font donc appel à l'État en tant que garant des droits de femmes, qui devrait protéger des femmes des pratiques misogynes de la société et des conditions discriminatoires. Également, je peux revenir là-dessus dans la discussion, comme je suis un peu restreinte par le temps, je vais passer à ce qui a un peu changé par la Révolution. Donc, ce que j'ai décrit jusqu'ici était surtout la négociation entre ces féministes sous la dictature. Et puis, la Révolution a permis que ce féminisme de la TFD, qui est caractérisé par un fort attachement à une conception laïque et juridique des droits de femmes, s'est diversifié. Il y a eu notamment, on va dire, deux acteurs, ou en tout cas deux conceptions de féminisme qui l'ont un peu bousculé, qui ne sont pas forcément, enfin en tout cas la première n'est pas forcément en contradiction avec ce féminisme historique, mais en tout cas elle formule une autre forme de féminisme. C'est notamment une partie de la jeune génération des femmes actuellement qui ne cherchent pas forcément ou uniquement à négocier avec l'État sur leurs droits, mais qui dénoncent beaucoup plus des conditions sociales des femmes, des conditions d'harcèlement de rue ou l'accès au marché de travail qui est toujours marqué par une forte discrimination des femmes. Et donc, elles défendent de plus en plus un activisme non institutionnalisé qui s'exprime par des pratiques quotidiennes de résistance. Par exemple, on peut penser au flash mob un violador en tu camino, un flash mob venant encore une fois de l'Amérique latine et qui s'est beaucoup également propagé en version tunisienne en Tunisie, mais aussi maintes pratiques auparavant où des femmes interviennent dans l'espace public et montrent comment elles sont discriminées tous les jours. Et c'est pas forcément, c'est bien évidemment, on parle de viol, on parle d'harcèlement, etc., mais c'est pas forcément qu'une discrimination forte telle que des violences fortes, mais ça peut également être tout simplement la perception de la vie quotidienne par les femmes. Et cette tendance résulte également du processus révolutionnaire parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a cet imaginaire d'un changement social par le bas qui naît et par conséquent, l'État n'est pas le seul médiateur ou le seul porteur d'une politique émancipatrice et donc les citoyennes se mettent également autrement ou se positionnent également autrement comme actrices de leurs revendications. Et deuxièmement, cet imaginaire du lobbying a également été remis en question et là, on se trouve effectivement dans une en tout cas,
ces féministes ou ces femmes issues de partis, notamment islamistes du parti Nahda, se sont clairement positionnées contre des féministes plus laïques. Elles revendiquent une autre forme de défense des droits des femmes, qui est ancrée dans une conception des droits des femmes qui est ni laïque ni égalitaire, mais qui plaide plutôt pour une complémentarité des sexes. Ces femmes-là critiquent très fortement que ce féminisme de l'État, sous Ben Ali, les marginalisait notamment les femmes croyantes qui n'étaient non seulement pas incluses dans la représentation de la femme tunisienne, définie comme laïque, etc., mais qui étaient aussi clairement confrontées à des discriminations faites par l'État, notamment quand on les obligeait, par exemple, dans l'espace public, d'enlever leur voile. Et c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup pu entendre par les auditions de la justice transitionnelle, que le régime de Ben Ali avait recours à la violence sexualisée et au viol comme une sorte d'arme politique contre les femmes de l'opposition. Et donc, ça révèle de façon assez spectaculaire l'hypocrisie de ce féminisme d'État qui se dirige clairement avec des armes avec des armes machistes et sexistes contre les femmes. Donc pour finir, nous pouvons constater que la révolution a permis que différents imaginaires des relations de genre ont pu voir le jour, que la représentation donc, de la femme au singulier qui a enfermé les femmes pendant très longtemps dans une représentation standardisée et essentialisante a été en tout cas multipliée, a été brisée et a laissé la place à l'émergence d'une multitude de représentations de genre, y incluant également des personnes de LGBTQIA+. Je viens à ma conclusion et un dernier slide. Donc, ces imaginaires que j'ai essayé de façon plus ou moins rapide d'étaler aujourd'hui sont caractérisés par une forte hétérogénéité et fluidité. Ils émergent et se reconfigurent à l'épreuve de l'événement. L'étude des imaginaires rend aussi aujourd'hui possible de juger si la Constitution de 2014 et les institutions politiques établies dans l'élan du processus révolutionnaire répondent à l'attente des acteurs qui ont combattu contre les régimes de Ben Ali et qui ont combattu donc contre la dictature. Donc j'ai constaté que très peu des imaginaires des acteurs se retrouvent dans la constitution et dans les institutions créées par la suite, notamment concernant la démocratie participative. La constitution actuelle ne prévoit aucun dispositif participatif. Plus encore, le processus de rédaction de la Constitution elle-même n'a pas été participatif, alors que les citoyens réclamaient la prise en compte de leur position. Par ailleurs, le système politique mis en place est orienté vers un modèle de la démocratie libérale, on va dire à l'européenne, donc assez classique, quand bien même la plupart des acteurs, à part des islamistes, revendiquaient des imaginaires très multiples et des imaginaires autres que cette démocratie libérale. Cela a forgé un nouveau récit d'État de la transition démocratique qui converge avec cette démocratie représentative, cette démocratie qu'on pourrait aussi nommer minimaliste. Et cette transition démocratique, entre guillemets, ce récit de l'État qui impose qu'aujourd'hui la Tunisie est en transition démocratique a également largement écarté l'imaginaire d'une révolution qui est tout à fait différent d'une transition démocratique, puisque la transition démocratique est définie par des institutions internationales comme un processus qui a des étapes très claires, etc., et où les citoyens sont plutôt des observateurs que les premiers acteurs de cette transition. Cette disjonction entre imaginaire révolutionnaire d'un côté et institution d'autre côté, associée à la poursuite des contestations en 2018, montre que le processus révolutionnaire est toujours en cours et peut être également peut reprendre également à différentes
à différents moments. On peut dire également que les imaginaires en soi, ou que la Tunisie a en quelque sorte forgé elle-même un nouveau imaginaire de la révolution, quelque chose qu'on peut voir dans le Hirak algérien, où les acteurs reprennent également cette idée que la révolution se ferait sans leader, qui a donc forgé également une autre façon de penser le changement social. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé trop. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Davida, pour cette présentation qui était vraiment très riche et qui a permis peut-être d'entendre une autre analyse que celle qu'on a tendance à lire dans les médias. Donc, merci beaucoup à toi pour cette présentation. Alors, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, et finalement sur le processus révolutionnaire qui, selon toi, n'est pas achevé, qu'il faudrait le considérer comme toujours en cours parce qu'il y a effectivement des imaginaires, comme tu dis très justement, qui n'ont pas été satisfaits par la solution qui est celle que connaît la Tunisie aujourd'hui. Comment vois-tu, à partir de cette analyse-là, comment vois-tu la suite en fait pour la Tunisie? Est-ce que tu crains vraiment qu'il puisse y avoir une reprise éventuelle de manifestations, de mobilisations, qui seraient peut-être aussi alimentées par des influences plutôt transnationales, ou est-ce que tu penses qu'on est actuellement dans une transition démocratique plutôt sûre, puisque là aussi la science politique nous dit after two transitions, donc après 2 transitions, on est bon, c'est un modèle qui gagne. Comment vois-tu l'analyse de la situation? Donc, je me retiens de faire des anticipations du futur, mais on peut dire que les imaginaires politiques continuent à émerger, non seulement à émerger, mais à se développer, mais que ça ne veut pas forcément dire que ça se reflète concrètement dans des institutions politiques. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends cet imaginaire que j'ai très rapidement évoqué des droits de LGBTQ, plus, c'est que, en fait, aujourd'hui, on voit, à part cette négociation du genre qui a été libérée de cette enclave de l'imaginaire du féminisme d'État, on voit qu'il y a eu plein de nouvelles associations, plein de nouvelles façons de négocier qu'est-ce que c'est, en fait, être femme ou non définie, ou homme gay ou femme lesbienne aujourd'hui en Tunisie. Et ça passe pas forcément que par des droits, et bien évidemment les droits sont importants, et bien évidemment la nécessité d'avoir un état de droit où on peut réclamer la violation des droits, etc., est importante, mais néanmoins le changement politique ne se fait pas que de façon institutionnelle, il se fait aussi, et dans beaucoup de parties, en fait, de ce changement révolutionnaire dans la société civile, et par des pratiques, ne serait-ce que des pratiques aussi, des micro-pratiques quotidiennes, de refuser, par exemple, je ne sais pas, d'être appelé par mademoiselle, ou des trucs qui peuvent être considérés comme assez anodins, qui changent les pratiques entre les citoyens et les citoyennes, et qui changent à long terme également ce qui pourrait se refléter dans les institutions politiques. Alors, je ne suis pas une fervente défenseuse du concept, enfin de la pensée en étapes de la transition démocratique, notamment parce que j'ai l'impression qu'elle projette une façon du changement social qui est assez schématique, mais aussi parce que, en fait, c'est une façon de self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en place les institutions et de forger la société, n'importe quelle société d'ailleurs. C'est un peu un programme de one fits for all, en fait. C'est l'idée qu'il y a un modèle, une façon d'amener un changement politique qui doit arriver au moment où on instaure ces institutions politiques.
Et en fait, qui ne prend pas du tout en considération la réalité sociale de ce pays exactement, et qui ne prend pas du tout en considération notamment ce que les citoyens, à quoi aspirent les citoyens, et comment ces imaginaires-là peuvent également contribuer à une transition démocratique dans un sens large, pas dans le sens d'un concept préconçu de la science politique. Une autre chose, c'est que quand en fait, on pourrait considérer qu'aujourd'hui, il y a une sorte de démocratie minimaliste en Tunisie, qui existe institutionnellement, qui existe par la Constitution, et que les acteurs peuvent faire, démocratiser plus. Donc, ils peuvent pousser, et c'est ce qui se fait dans la société civile, ce qu'ils essayent en tout cas de faire, de pousser pour une conception qui serait donc plus participative, et qui serait aussi plus oui, en lien avec leurs aspirations. Mais bien évidemment, ça dépend également de la réponse du régime, et ça dépend à quel point ce régime est apte et aussi voudrait inclure une vision qui n'est pas simplement élitiste de la démocratie. Tu nous as donc dans ta présentation introduite en fait à trois grands idées ou trois grands imaginaires qui ont ressurgi un peu dans les différents entretiens que tu as pu mener avec les acteurs sur place. Donc tu nous as parlé des imaginaires autour de la Révolution, tu nous as parlé également des imaginaires qui ont existé autour de la notion de démocratie, et puis finalement, c'était le dernier point que tu évoquais, les imaginaires autour de la notion de féminisme, ou quelle est la place de la femme dans la société. Je sais que pour avoir lu un peu tes travaux, tu n'as pas suivi en fait les différents acteurs, donc tu n'as pas vraiment fait une analyse d'acteurs, mais je pense quand même que tu as dû arriver à la conclusion qu'il y a parmi les différents acteurs sur le terrain des imaginaires qui peuvent être conflictuels. Y compris autour de la notion de la démocratie. D'ailleurs, on en a vu, tu parlais de démocratie participative, d'autres plaidaient plutôt pour une démocratie radicale. Ma question ici à toi, c'est comment on gère tout cela en fait, quand on a des imaginaires finalement qui ne coïncident pas forcément. C'est vrai, c'est ça aussi la démocratie, hein, c'est justement que tout le monde ne soit pas d'accord et qu'il y ait une mise en tension. Mais concrètement, sur le terrain, comment cette dissonance est-elle gérée par les acteurs mêmes? Donc, tu as déjà donné une partie de ma réponse. C'est effectivement la définition même de la démocratie, qui est des positions complètement différentes et même contraires. Et dans le cas de la Tunisie, je dirais que c'est en premier temps, même si ça peut être difficile à entendre, notamment pour les activistes qui sont très impliqués dans leur militantisme, c'est même toute la richesse de ce processus révolutionnaire. C'est-à-dire que depuis la décolonisation, depuis les années 50-60, la Tunisie, et d'ailleurs ce n'est pas du tout le seul pays arabe qui a vécu sous cette emprise, a instauré un discours de l'unité nationale. Il fallait être unis face à l'ennemi qui était donc le colonisateur, puis il fallait être unis pour se moderniser, se sortir de cette situation post-coloniale défavorable. Et puis, en fait, il y a eu des appels à l'unité tout le temps. Et en fait, il n'y a pas eu d'espace où réellement un pluralisme politique aurait pu naître. Et c'est en quelque sorte le premier moment dans la société, premier moment historique de la société tunisienne où les acteurs font face à un pluralisme peut-être même extrême, mais qui effectivement, de mon point de vue, définit la société démocratique. Après, ça dépend de à quel niveau on parle. On peut dire, en fait, ça, institutionnellement, c'est géré comme dans toutes les démocraties. Donc, par exemple, l'élection est une façon de canaliser le conflit par effectivement des institutions de liberté d'expression, etc.
et par aussi une sorte de consensus minimal qui est fondé dans la Constitution, dans laquelle on se donne, on se donne cette promesse de se tenir aux règles qu'on s'instaure et qui ont été instaurées par ce processus révolutionnaire et par la constituante qui les a proclamées. Mais je pense que cette expérience est réellement inédite et elle a aussi changé la culture politique. Et je l'ai donc énoncé de façon très très brève dans mon exposé. Ça a changé la culture politique dans le sens où il y a différentes possibilités, par exemple, d'être féministe aujourd'hui. Donc, même si on n'est pas forcément content ou heureux ou d'accord d'entendre d'autres formes d'un féminisme que d'un féminisme, on va dire, classique et laïque, le fait que d'autres femmes peuvent émerger sur la scène politique et revendiquer que leur façon de vivre l'islam est compatible avec la défense des droits de femmes est un acquis de mon point de vue parce que ça reflète beaucoup plus la pluralité des subjectivations, donc tout simplement des acteurs tunisiens et c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui a été aussi acquis par le processus révolutionnaire. En 2011-2012, c'était beaucoup moins acceptable dans la société tunisienne. J'ai l'impression que ces différents débats ont été aussi des apprentissages de ce nouveau pluralisme. Merci beaucoup, Nabila. Je voudrais revenir sur un point que tu as aussi très brièvement déjà adressé dans ta présentation, à savoir comment le passé en fait est parfois réinventé. Et pour parler de cela, j'aimerais faire référence ici à un ouvrage qui a été rédigé par Khadija Morsen Finan, qui a été publié donc en janvier 2021 et qui s'intitule Tunisie, l'apprentissage de la démocratie. Et dans lequel elle écrit que la Tunisie aurait tourné la page de l'autoritarisme sans toutefois rompre avec son passé. Et donc, je voulais savoir si toi, tu retrouves peut-être les mêmes éléments qu'elle dans son analyse, à savoir, elle dit que les attentes des citoyennes et donc finalement leurs imaginaires aussi, ont toujours tendance à peut-être regarder vers le passé et de réimaginer certains symboles ou certains événements du passé à l'aune de ce qui se passe actuellement. Je dirais que, encore une fois, c'est assez caractéristique pour toute révolution. En fait, toute révolution instaure non seulement un nouvel ordre politique ou une nouvelle vision pour le futur, mais aussi réinterprète des épisodes historiques importants au prisme de cette nouvelle expérience politique. Et donc, en Tunisie, ce que moi, dans mon étude, ça répond peut-être que partiellement à ta question, j'ai pu constater, c'est que certains éléments du passé sont réinterprétés, donc notamment, encore une fois, sur le spectre gauche, des militants se réapproprient, par exemple, l'abolition de l'esclavage et la constitution, la première constitution de la Tunisie en 1861 comme un acquis révolutionnaire. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans on va dire dans ces adaptations historiques, c'est pas forcément le contenu, c'est plutôt en fait, ces acteurs se réapproprient ce passé pour se donner un début, en fait, pour s'inscrire dans une histoire qui ne commencerait pas seulement en 2011, pour justifier qu'en fait, leurs idées politiques et leurs perspectives sont déjà ancrées dans l'histoire de la Tunisie. Et donc, ils s'inspirent de cette abolition de l'esclavage
qui par ailleurs, c'est pas du tout fait dans des conditions, on va dire, purement progressistes. Cette constitution a été adaptée dans des conditions pré-coloniales et c'était loin d'être démocratique et participatif, mais c'est approprié par ces acteurs pour, en fait, trouver un exemple dans leur vécu, dans leur histoire nationale. Et aussi par le manque d'autres exemples. Donc, j'ai vu dans le chat très vite fait que quelqu'un a écrit que c'était dommage que c'était le Venezuela qui était pris comme exemple. En même temps, ces acteurs disent, souvent j'ai demandé, est-ce que d'autres pays arabo-musulmans constitueraient un exemple pour la Tunisie aujourd'hui. Et en fait, ces acteurs, donc, qui sont très intéressés par la démocratie participative et par la démocratie en général, disent très souvent, regrettent qu'il n'y a pas pour eux d'exemple dans ces États arabo-musulmans parce qu'ils ne sont pas marqués par un attachement à la démocratie particulier. Et donc, ils sont en quelque sorte obligés de se réinventer une histoire pour s'inscrire dans leur propre histoire et de s'inspirer par d'autres exemples pour pouvoir ancrer leur expérience. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est en adéquation historique ou vraiment strictement parlé correct, mais c'est quelque chose qui leur donne un cadre. Est-ce qu'on pourrait aussi éventuellement revenir un peu sur la question du transnational, parce que on en a beaucoup entendu parler, notamment dans les analyses, dans les médias français, que les révolutions arabes ont un effet transnational et qui a poussé d'ailleurs certains observateurs à écrire qu'elles mettaient en scène une identité régionale fondée sur un vécu partagé d'humiliation, de dépossession politique, de violence d'État et qui se réclame d'une dignité arabe universelle. Est-ce que toi, dans tes recherches, tu as trouvé auprès des révolutionnaires tunisiens un tel imaginaire politique transnational ou c'est quelque chose qui était plutôt absent? Alors, cet imaginaire existe, mais il faut que je dise qu'il est extrêmement marginal parmi les acteurs tunisiens, en tout cas ceux que j'ai interviewés. C'est donc surtout l'imaginaire des Arabes nationaux tels qu'ils se nomment. C'est donc l'idée que la Tunisie serait pas un pays national en soi, mais serait surtout ancré dans une unité d'un monde arabe. Donc il y a maintes courants de cette tendance philosophique. Mais c'est quelque chose que j'ai trouvé très marginal parce que j'imagine pour deux raisons. La première, c'est que la Tunisie, en quelque sorte, marque le début de ces révoltes arabes. Bien évidemment, ils sont en lien avec, par exemple, les activistes égyptiens, mais c'est quand même un lien qui reste assez éloigné. Mais il y a des réseaux aussi transnationaux entre les Tunisiens et les Égyptiens. Plus tard aussi avec certains courants des manifestants marocains, par exemple. Mais ils sont, on va dire, assez innovateurs et assez isolés dans ce monde arabe. Et c'est déjà la deuxième raison, c'est que ce que j'ai décrit pour les droits de femmes et également compte également pour la Tunisie en général. La Tunisie a été pendant très longtemps interprétée comme une exception du monde arabe, notamment pour ses droits de femmes, mais aussi parce qu'elle se définirait de façon plus laïque, mais c'était aussi un récit d'État construit par les dictateurs pour justifier une certaine politique. Mais ce récit a influencé l'identité nationale des Tunisiens, et souvent quand je demandais comment vous considérez que cette révolution influence les autres ou comment vous êtes influencé par les autres, dans au moins 80% des cas, les acteurs m'ont dit nous, on espère que nous, on va influencer les autres. Ce n'est pas eux qui vont nous influencer. C'était quelque chose d'assez
marquant parce que en fait, les Tunisiens se sont considérés comme cette exception qui va, elle, mener à une démocratisation du monde arabe et un peu moins le contraire. Peut-être que si je referais cette enquête aujourd'hui, ça serait autrement, mais entre 2013 et 2016-2017, c'était assez clair que les Tunisiens considéraient que c'était à eux d'être un exemple pour le monde arabe et de voir assez peu de liens avec les autres, notamment aussi parce que les problématiques, que ce soit en Égypte ou en Syrie ou dans d'autres pays, sont quand même très très différents. Il n'y a pas eu de la violence, on va dire, de la même façon, il n'y a pas le même rôle du militaire, etc. Et donc, c'est aussi d'un point de vue, on va dire, de la conception sociale et politique de la Tunisie, un pays qui est un peu à part. Bon, après la vague des révolutions, on a eu aussi droit à la vague des contre-révolutions, marquée par une importante internationalisation, là encore, notamment venue des pays du Golfe. Si la Tunisie a échappé à cette régression désastreuse, quel impact a eu cette contre-révolution, peut-être aussi sur les imaginaires politiques des Tunisiens? Je ne sais pas si tu as eu le temps justement de mener ton enquête jusque-là, mais peut-être tu es encore en contact avec certains d'entre eux et tu peux éventuellement nous donner quelques pistes de réponse à cette question-là. Alors, je n'ai pas traité exactement cette question, mais ce que j'ai pu concevoir, c'est qu'il y a eu une très grande... pardon, j'ai oublié le mot en français, c'est awareness. Prise de conscience. Conception. Oui, pardon, merci. Prise de conscience que il y a effectivement une contre-révolution et que si la démocratie, entre guillemets, réussit trop en Tunisie, cela pourrait donner également un exemple à d'autres pays arabes et que ça serait donc contraire aux intérêts et aux besoins notamment des pays du Golfe. Mais en tout cas, dans l'imaginaire des islamistes, cette contre-révolution qui, du coup, en Égypte a eu réellement lieu, institutionnellement, a eu en quelque sorte un impact positif. C'est-à-dire que les islamistes... en Tunisie, ont au début poussé pour une conception beaucoup plus islamiste de la politique et de la constitution et d'instaurer une vision qui serait beaucoup plus en lien avec leur conception de l'islam. Une conception de l'islam qui était loin d'être majoritaire d'ailleurs en Tunisie. Puis il y a eu le putsch en Égypte contre Morsi et en fait ils se sont rendus compte que leur position peut être réellement marginale dans le sens où si elle ne se montrait pas plus consensuelle et plus ouverte à une négociation avec toute la société. D'ailleurs, c'est Mahersia Labidi qui était vice-présidente de l'Assemblée constituante et qui est hautement placée dans le parti de Nahda, qui me l'a clairement dit, qui m'a dit qu'elle avait parlé avec ses confrères et qu'elle leur a dit: est-ce que vous voulez créer un pays pour une partie des Tunisiens et qu'est-ce que vous faites des autres en fait, on les envoie dans des goulags, on en fait quoi? Et en fait, c'est une prise de conscience assez forte et assez subite qui s'est faite à ce moment-là que, en fait, cette position islamiste, certes, certains vont dire ils vont influencer plus par la société civile, ça c'est effectivement possible, mais ne peut pas s'imposer contre toute autre force politique et qui doivent rester ouverts au consensus ou en tout cas à un compromis politique. De l'autre côté, donc du côté plus des activistes de gauche, il y a eu bien évidemment une critique de cette influence des pays du Golfe, très clairement.
en quelque sorte en adaptant leurs imaginaires, mais plutôt en les radicalisant, donc en disant que c'est vraiment pas du tout quelque chose qui serait compatible avec une conception plus je ne sais pas comment nommer ça, plus inspiré des pays non démocratiques où la tradition est encore très très forte. Et dans ce cas-là, encore une fois, la Tunisie a eu un peu la chance de pouvoir jouer cette carte de l'exception parce que il y a un consensus même dans toutes les couches de la société tunisienne, même dans les couches les plus traditionnalistes, que cette conception politique très stricte et très liée à des droits, à une conception religieuse de la politique ne convient pas à la plupart des citoyens et citoyennes tunisiennes et que du coup ça mènerait effectivement à une sorte de guerre civile que personne ne veut. Très bien, merci beaucoup Nabila. Une question de Julie Jeanne a été posée. Est-ce que les artistes et créatifs ont joué un rôle d'influence sur les imaginaires révolutionnaires tunisiens? Est-ce que tu as des éléments de réponse sur cela? Alors oui, j'ai essayé. Alors je ne l'ai pas intégré dans, dans, dans ma thèse très exactement parce que j'ai pas eu assez d'entretiens avec des artistes, mais bien évidemment, des artistes ont influencé différents imaginaires de la révolution tunisienne. Je pourrais par exemple nommer tous ces acteurs du cinéma tunisien par des films bien évidemment après la révolution tunisienne, mais ils ont aussi très concrètement participé à ce qu'il y ait des espaces. Donc au début, je vous ai dit, il y a eu très peu d'espaces sécurisés pour parler politique et d'où aussi la pauvreté d'imaginaire au début de l'éclatement ou du déclenchement du processus révolutionnaire, mais il y a eu certains espaces et un de ces espaces était des cinémas. C'est-à-dire que des clubs de cinéma et de cinéastes se sont créés et en fait, les gens invités, par exemple, pour voir tel et tel film, pour voir, on va dire, Titanic, et en fait, la police, elle laissait les jeunes entrer au cinéma parce que c'était considéré comme un des seuls des espaces de divertissement qu'ils ont, et en fait, ils se disaient, bon, il vaut mieux qu'ils aillent au cinéma qu'ils parlent politique ou ils fassent des bêtises. Donc, ils les laissaient entrer au cinéma. Or, dans le cinéma, ces gens-là ne regardaient pas du tout Titanic, mais parlaient politique. Et donc, c'était un espace qui a été clairement créé par des gens qui étaient cinéphiles et des cinéastes eux-mêmes. Il y a beaucoup d'autres exemples d'artistes, par exemple de chanteurs comme Emel Meltaoui, elle s'appelle, qui ont créé des chansons, qui ont aussi participé aux manifestations et qui avaient un acte, qui ont créé par des actes créatifs des imaginaires eux-mêmes. D'ailleurs, j'en cite dans mes chapitres, des rappeurs, par exemple, aussi, qui dénoncent la corruption, qui dénoncent la pauvreté, qui dénoncent la répression. Mais je ne les ai pas traités comme un groupe spécifique parce que, comme je disais, je n'arrivais pas à en avoir assez. Il y a une autre question de Salam qui voudrait savoir pourquoi tu n'as pas mentionné la Syrie alors quand tu as parlé des pays qui ont été influencés par la révolution tunisienne. Il aimerait savoir si c'est un oubli ou si il y avait une autre explication à cela. Alors, on peut dire que c'est un oubli parce que je voulais pas, je peux pas mentionner tous les pays qui ont été influencés par la révolution tunisienne. En même temps, je prends toutes mes précautions pour effectivement comparer ces deux pays ou pour comparer de façon générale parce que le contexte politique est très très différent en Syrie qu'il a pu être en Tunisie, mais bien évidemment au premier déclenchement, aux premières mobilisations des citoyens en Syrie, il y a clairement des
il y a clairement également ces mêmes imaginaires d'un pays plus juste, d'un pays plus démocratique, d'un pays libéré d'un dictateur. Et puis par la suite, ça s'est complexifié. Et c'est pour cette raison-là que je m'aventure rarement sur ce terrain-là. Mais bien évidemment, on peut nommer la Syrie comme un des pays qui a été aussi influencé par les révoltes arabes en général, qui a été peut-être plus influencé par l'Égypte par ailleurs. Mais je ne suis pas spécialiste de la Syrie, donc je m'arrête là. Merci beaucoup, Nabila. Je me permets de te poser encore 2 questions. Bien sûr. Et après, je te libère. Ma première question à toi, ce serait de savoir pourquoi les imaginaires politiques, donc on l'a bien vu à travers ta présentation, c'est quand même là on trouve le véritable moteur en fait des révolutions. Pourquoi ces imaginaires politiques ont été jusqu'à maintenant si absents en fait des différentes analyses, que ce soit dans les médias, mais aussi dans la recherche. Pourquoi ils n'ont pas été pris en compte plus que cela? Et la deuxième question que je te pose aussi de suite concerne finalement la France, parce que la France, elle a son propre imaginaire révolutionnaire, si je puis dire. Et la question serait comment a cet imaginaire révolutionnaire français influencé le regard que la France a porté sur la situation tunisienne en particulier, mais sur les révolutions arabes de manière générale. Très bien, je commencerai bien avec la dernière question parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupée quand j'ai écrit, quand j'ai essayé de synthétiser les différentes interprétations que cette révolution tunisienne et les révoltes arabes en général ont pu connaître. Et effectivement, il y a eu beaucoup de la part de chercheuses, mais aussi de journalistes et d'autres essayistes, cette comparaison de la révolution tunisienne ou des révoltes arabes avec la révolution française. Et c'est un peu un schéma ou un cadre d'interprétation incontournable de la part de personnes françaises ou en tout cas ou même simplement inspirées par cette révolution-là. Alors, il y a eu quelques historiens qui ont en quelque sorte regretté que les Tunisiens et d'autres Arabes par ailleurs n'ont pas fait assez référence à la révolution tunisienne, à la révolution française, et ne seraient pas assez revendiqués de cette révolution-là. De mon point de vue, il ne s'agit pas du tout de quelque chose qui serait déplorable ou d'une lacune. Tout simplement, la révolution française n'est pas la seule révolution. Et en fait, c'est quelque chose qui ressemble aussi très peu, en quelque sorte, aux circonstances et au contexte dans lequel se fait cette révolution tunisienne. Et en fait, ces acteurs tunisiens, ils vont plutôt finalement, ou de mon point de vue, ils ont plutôt créé un sorte de propre type de révolution de façon certes imparfaite et involontaire, mais qui est quand même, oui, une autre forme de révolution qui est très différente de la révolution française, qui ne fait pas appel aux mêmes valeurs, qui ne fait pas appel à la même organisation. Il n'y a pas de jacobins dans la révolution tunisienne et c'est pas du tout les mêmes non seulement les mêmes conditions, mais pas non plus les mêmes préoccupations. Et en fait, souvent, en tout cas de mon point de vue, ça a influencé le regard porté à la révolution tunisienne dans le sens où souvent ça a été donc déploré que cette révolution ne serait pas plus organisée, par exemple. Par ailleurs, ce n'est pas quelque chose que de français, ça a été déploré de façon générale dans différents contextes géographiques parce qu'effectivement, cette révolution tunisienne, mais ce n'est pas seulement la révolution tunisienne, si on pense aux mouvements sociaux, si on pense au mouvement du 15 mai, des indignados de Occupy Wall Street, si on pense même
à ce qui se passe à Hong Kong ces dernières années, on peut voir que c'est une tendance qui s'est de plus en plus fortifiée, qui s'est de plus en plus imposée, que aujourd'hui les mouvements sociaux et même les mouvements révolutionnaires, si on pense au Hirak par exemple, ne se font pas de façon, c'est pas organisé de façon hiérarchisée, c'est pas organisé de la même façon que ça aurait pu être dans les années 60 ou au 19e siècle. Donc, c'est forcément quelque chose c'est quelque chose qui est en mouvement, qui a changé, et que la révolution tunisienne a peut-être été un des premiers exemples de cette non-organisation qui a été déplorée, parce que vue par ce prisme d'une révolution qui serait forcément hiérarchique et forcément organisée d'une façon spécifique. Une autre façon, je pense que c'est ce que la Révolution française a fait à la Révolution tunisienne. Je pense que c'est ce que j'ai à dire sur ce sujet, à ce sujet. Et l'absence des imaginaires, ou l'absence du recours aux imaginaires, il faut dire que même en sciences politiques, l'étude des imaginaires n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement consensuel. Moi-même, j'y suis venue d'un côté par la théorie politique, comme je disais auparavant, parce que j'étais simplement intéressée par quelle relation la société a entre elle-même, comment fonder une société où il y a une cohésion sociale, et aussi par le fait de réfléchir à comment on agit politiquement, et en fait qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'engager dans tous les sens du terme dans un futur politiquement. D'un côté, on va dire, c'est pas forcément à la mode. Et d'autre côté, je dirais que certains imaginaires ont effectivement été repris. Si je pense par exemple effectivement à la Révolution sans leader, c'est quelque chose qui a été encore une fois déploré, mais qui a été repris. L'idée que cette révolution ne s'est pas fait ou s'est fait de façon horizontale, ne s'est pas fait par des leaders. Et que par exemple l'idée que le féminisme est forcément laïque et s'inscrit dans une sorte de lobbying auprès de l'État également est quelque chose de connu. C'est pas quelque chose de inédit, ce que je mets en avant, mais ce qui n'est pas analysé, c'est qu'il s'agit d'imaginaire, qu'il ne s'agit pas simplement de faits sociaux ou d'idéologie, mais qu'il s'agit de recours imaginaire à la politique, et que ce recours imaginaire a une influence de comment on se positionne politiquement, pour quelle institution on se bat, et quelle vision finalement de la démocratie, de la politique, de la révolution et aussi du féminisme s'instaure par la suite. Merci beaucoup Nabila pour ta présentation très très détaillée. Et, j'espère qu'on aura l'occasion de t'inviter pour une autre présentation, un autre échange, une fois qu'on aura l'occasion de revenir en présentiel, parce qu'on attend finalement que cela ici aussi. Donc, un grand merci à toi. Merci beaucoup à toi. Un grand merci aussi à celles et ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin, parce qu'il est déjà 20h et je pense qu'effectivement, beaucoup de gens sont déjà à table. Donc, je vais être très bref pour annoncer la suite des événements au CAREP. Vous pouvez donc nous retrouver soit ce jeudi pour une journée d'études eau et agriculture dans le monde arabe, soit on se donne rendez-vous mardi prochain, donc le 29 juin, avec Bartolomeo Conti, donc pour un autre webinaire sur la question de la prison comme lieu de radicalisation, point interrogation. Voilà, ça sera tout pour nous aujourd'hui. Encore un grand merci. Merci à tout le monde. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci beaucoup Isabelle, et merci beaucoup au CAREP pour cette invitation. À bientôt, j'espère. Merci pour cet échange.